Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. C'est une émission spéciale que nous vous proposons ce soir. Spéciale parce que c'est la dernière de la saison et puis surtout spéciale parce que nous accueillons ce soir 3 présidents d'Assemblée, dont la présidente Yaël Braun-Pivet, pour débattre de la francophonie à l'occasion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Paris. Que partageons-nous au-delà de cette langue et d'un passé commun? Quelle vision du monde et quelle influence sur ce monde? On va en débattre avec nos invités. On fera ensuite le bilan de cette année parlementaire un peu particulière après la dissolution, avec un gouvernement renversé, un budget adopté tardivement au mois de janvier et des députés assez critiques sur le fonctionnement de cette Assemblée sans majorité. On se projettera aussi sur la suite avec ce débat budgétaire compliqué qui nous attend à la rentrée. Voilà pour le sommaire, on est ensemble pour 1 heure, c'est parti pour la dernière. C'est une langue belle, avec des mots superbes. Yves Duteil l'a chantée mieux que quiconque. Elle est notre bien commun, à nous tous francophones. Chacun l'enrichit de ses mots, de sa culture, mais que signifie parler français dans le monde d'aujourd'hui ? Que partageons-nous au-delà de cette langue qui est liée à une histoire commune, parfois douloureuse ? On débat ce soir de la francophonie, donc à l'occasion de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle s'est ouverte à Paris. Bonsoir Yaël Braun-Pivet et merci d'être avec nous. Cette année, c'est donc vous, en tant que présidente de l'Assemblée, qui accueillez avec le président du Sénat cette réunion de parlementaires venus du monde entier, parmi lesquels on compte une trentaine de présidents de Parlement. Et nous en recevons ce soir 2. Nathalie Roy, bonsoir et bienvenue. Vous présidez l'Assemblée nationale du Québec. Adama Bictogo, bonsoir et bienvenue également. Bonsoir. Vous présidez l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Enfin, Néné Mariam Kane, bonsoir, et bienvenue. Alors, vous ne présidez pas le Parlement du Sénégal, pas encore en tout cas. Vous êtes porte-parole du Parlement francophone des jeunes. Et pour commencer, on accueille Clément Perrault pour le récap. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Alors Clément, expliquez-nous quelle place occupe la francophonie aujourd'hui dans le monde ? Alors le chiffre clé, Clément, c'est 348 millions. C'est le nombre de personnes dans le monde qui parlent le français. C'est un chiffre de 2025. Il comprend bien sûr les natifs, ceux pour qui le français est la langue maternelle, mais il comprend aussi ceux qui ont appris le français, par exemple, au cours de leur parcours scolaire et qui en ont une bonne maîtrise. C'est un chiffre important qui classe le français, regardez, comme 5e langue la plus parlée au monde, devant des langues comme l'arabe, le portugais ou encore le russe. 348 millions, c'est un chiffre élevé. C'est aussi un chiffre, regardez, en croissance. Chaque année, on estime à 8-9 millions le nombre de nouveaux locuteurs français. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la carte du monde. Des pays où on parle le plus le français, ça, ce sont les pays, regardez, où au moins 50% de la population le parle. On voit la France, la Belgique, la Tunisie et puis en Afrique centrale, le Congo, la République démocratique du Congo et le Gabon. On voit aussi un peu moins sur la carte, il y a aussi Djibouti. Regardez maintenant, c'est 20% ou plus de la population qui parle français. Là, on voit la grosse présence du français en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, aussi à Madagascar et au Québec. Pour terminer, les pays avec 10% au moins de la population qui parle français. Et vous le voyez, les 2 grands foyers de la langue française, c'est l'Afrique et l'Europe. À noter qu'aujourd'hui, on parle plus français en Afrique qu'en Europe. 180 millions de locuteurs contre 140 millions. Alors cette semaine a donc lieu la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est d'abord un espace politique de dialogue et de coopération, de collaboration entre les différents parlements francophones. Le but, c'est de promouvoir certaines valeurs communes, de promouvoir aussi la démocratie, l'état de droit, l'éducation, le développement durable et bien sûr la langue française. Cette année, c'est la 50e session. Elle a lieu à Paris, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il y a 500 personnes qui y participent, dont 27 présidents de parlement. Nous avons d'ailleurs le plaisir d'en avoir 2 sur ce plateau ce soir. Cette session, elle a commencé mercredi, elle se terminera dimanche. Le temps fort, c'est ce week-end dans l'hémicycle, samedi, dimanche, avec la séance plénière. Le thème cette année, je vous le donne, la francophonie, une encre dans un monde en crise.
Merci beaucoup, Clément Perrot. Yael Braun-Pivet, ce n'est pas le cas tout le temps, mais il se trouve que cette année, c'est la France qui accueille cette Assemblée parlementaire de la francophonie. Quand on est français, on peut être tenté d'avoir une vision un peu franco-centrée de la francophonie, qui pourrait être utilisée un peu comme un outil d'influence. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est une période révolue? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que recevoir comme ça des pays du monde entier, parce que vous avez sur vos cartes montré qu'il y avait évidemment une grande dominante africaine, mais on a aussi des pays d'Asie notamment qui sont présents aujourd'hui à Paris, et je pense notamment au Vietnam. Et donc la francophonie, on voit bien que c'est un outil de rayonnement, mais c'est aussi quelque chose qu'on a en commun, et au-delà d'une langue commune, ce sont des valeurs communes, ce sont des constitutions. On a beaucoup d'États qui se sont inspirés du fonctionnement de la République française, de l'État de droit à la française, et ça, c'est extrêmement important dans un monde en crise où nos valeurs démocratiques sont parfois questionnées. Sont aussi des luttes communes. Vous avez montré des images sur le réseau des femmes, et on a besoin, à un moment où les droits des femmes sont en régression, de porter cette question des droits des femmes avec nos amis francophones du monde entier pour faire en sorte que les femmes puissent accéder à l'éducation, accéder à la santé, pouvoir avoir la libre disposition de leur corps. Et donc la francophonie, c'est tout ça. Et vous voyez bien que c'est protéiforme. Et puis nous sommes des hommes et des femmes politiques. Et donc c'est à nous de la faire vivre, de lui donner du corps, de lui donner du poids. Et moi, ce que je sens aujourd'hui, lorsque je m'entretiens avec mes homologues, c'est qu'ils ont envie de cela. Ils ont envie de créer de nouveaux partenariats gagnant-gagnant, d'égal à égal. Et la francophonie, ça peut être un réseau pour nous absolument incroyable, très fort, très puissant, sur lequel je crois qu'il faut qu'on s'appuie collectivement. Alors, je retiens les mots partenariat gagnant-gagnant, d'égal à égal, et je me tourne vers vous, Adama Bictogo, parce que on sait à quel point le passé colonial est présent dans la mémoire de l'Afrique francophone. Comment les Ivoiriens perçoivent-ils aujourd'hui la francophonie? Est-ce que certains peuvent s'en méfier au regard de ce passé ou pas? Merci. Je voudrais d'abord souligner que la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations très soutenues, cordiales, historiques, culturelles. Et la perception faite en Côte d'Ivoire de la francophonie, à la vérité, n'est pas un frein à l'excellence des relations. Ceci étant, la nouvelle génération considère que la francophonie est certes un outil et permet donc d'adhérer à un espace francophone que nous apprécions, mais que cet espace francophone doit être une opportunité pour la jeunesse. En fait, le vrai débat, il se situe là. C'est-à-dire qu'il y a des attentes de la part de la jeunesse par rapport à cette francophonie? Absolument, il y a des attentes de la part de la jeunesse qui considère que cet espace de la francophonie doit être donc une opportunité qui doit permettre à cette jeunesse de se former, de bien se former, de pouvoir avoir accès à la mobilité, de pouvoir avoir accès donc aux différents États qui constituent, de venir se former en Europe et de repartir dans les États, d'avoir donc ce partenariat gagnant-gagnant dont parle Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France. Et cela est très important parce que la perception aujourd'hui qui est faite de la France, que nous ne partageons pas. Moi, je suis de la génération très francophile et je considère que quelle que soit la convention, quelle que soit la relation qu'on a avec un État, il y a un besoin d'évaluer à un moment donné. Donc, il doit y avoir des moments d'évaluation, soit pour se remettre soi-même en cause, soit pour revisiter les conventions, à l'effet d'atteindre, de se fixer des objectifs qui répondent aux attentes des populations. Ceci étant, je voudrais rapidement faire une parenthèse pour dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas 20% qui parlent français, c'est 90%. Parce qu'il y a quand même là, l'appréciation statistique est un peu là erronée, parce que la Côte d'Ivoire est très, très francophone. Et quand on a 80% de la jeunesse en Côte d'Ivoire sur 30 millions, vous pouvez comprendre que les 80% parlent tous le français. Donc pour nous, la francophonie est vraiment un outil de rapprochement, un outil de rassemblement. Dans un monde aujourd'hui qui se replie sur lui-même, où un nouvel ordre géopolitique est en train de se dessiner. Ah d'accord. On va l'évoquer. D'accord. Néné Mariam Kane, comment les jeunes Sénégalais vivent ce lien qui les unit à la France par cette langue commune? Est-ce qu'ils le dissocient de ce passé colonial?
C'est difficile de dire qu'il le dissocie de ce passé colonial parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte défiance à l'égard de la France. Et la France est rattachée à la francophonie. Et c'est ce combat-là qu'il faut mener, celui de détacher l'image de la France à celui de la francophonie. C'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ceux qui ont quitté l'espace francophone l'ont fait comme symbolisme, comme acte politique pour montrer qu'ils se départissent de la France, alors que finalement, ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'ils se tournent vers peut-être d'autres pays? On parle beaucoup de l'influence croissante, je sais pas, de la Chine, de la Russie en Afrique. Est-ce que ça peut devenir aussi des modèles pour certains jeunes aujourd'hui au Sénégal? Je pense que le premier pas aujourd'hui pour la francophonie, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Et après avoir reconnu ce problème-là, essayer de le régler. Aujourd'hui, la Chine investit 60 à 70 milliards de dollars sur le continent africain. Il faudrait revoir l'attrait de la francophonie pour les États africains notamment, sachant que d'ici 2050, 90% de la population francophone sera en Afrique. Donc il s'agit de revisiter cela et essayer de rattraper le coup, parce qu'on a encore un lien avec cette langue-là qui nous unit et qui nous donne une ouverture sur le monde extraordinaire, parce que la francophonie est ouverte sur 5 continents, je ne cesserai jamais de le dire. Vous venez de le dire, on a 348 millions de locuteurs, c'est incroyable, mais je pense que c'est encore sous-exploité, il faut l'exploiter pour la jeunesse. Nathalie Roy, alors le rapport à la langue française est sans doute très différent au Québec. Comment est-ce que vous le définiriez? Oui, c'est différent. On traverse l'Atlantique. Ici, et même, je vous dirais, le rapport à la France, la relation que nous avons. Nous sommes cousins et cousines. Et ça, il ne faut pas l'oublier. S'il y a un Québec, c'est qu'il y a eu avant une nouvelle France. Donc, la relation est très différente. Ce n'est pas du tout la même façon de faire qui s'est produite dans le passé, mais la relation avec la langue française, elle est extrêmement importante. Pour nous, au Québec, la langue française, c'est la langue officielle, la seule langue officielle au Québec. Vous savez, le Canada, il est très grand, il est vaste, il y a 10 provinces. Le Québec en est une. En fait, je voudrais que le Québec est une nation, a le statut de nation. Certains premiers ministres canadiens l'ont déjà dit. Et toutes les autres provinces, la langue officielle, force est de constater que c'est l'anglais. Outre le Nouveau-Brunswick, qui lui a décidé d'avoir et l'anglais et le français comme langue officielle. C'est-à-dire que parler français, quand on est québécois, c'est un geste politique? Oui, aussi, je pense. Mais c'est une façon d'affirmer une identité propre? Absolument. Avant même d'être politique, c'est culturel. C'est une identité, c'est qui nous sommes. Et cette langue française-là, il faut en prendre soin parce qu'on est dans cette mer de locuteurs anglophones. Vous savez, de chez moi, une demi-heure en voiture et je suis rendue aux États-Unis. Et vous savez ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, on doit protéger la langue française. Et je vous dirais, d'un océan à l'autre, à la grandeur du pays, et particulièrement au Québec, parce qu'on en a fait, on a choisi d'en faire la seule langue officielle. Et chez nous, c'est plus de 84 % de la population qui parle le français. Alors, l'actualité de ces derniers jours à l'Assemblée est venue montrer que la France elle-même travaille sur ce passé colonial dont on parlait. Lundi, les députés ont adopté à l'unanimité une proposition de loi pour restituer à la Côte d'Ivoire le tambour parleur Djidji Ayokwe, j'espère que je le prononce bien. Donc, c'est un tambour qui servait à alerter les villageois, notamment quand la France venait recruter des soldats dans les villages en Côte d'Ivoire. Il avait été volé par la France en 1916. Adama Bictogo, c'est un geste important pour les Ivoiriens, ce qui a été fait cette semaine à l'Assemblée? Oui, c'est un geste très important. Au-delà de la symbolique, vous savez que on a la tête dans la modernisation, mais on garde les pieds dans la tradition. Et ceci est un acte de respect. Et ça vient donc conforter la relation entre les deux pays. Et je pense que cet acte culturel permet donc à la population, au peuple, de ne pas revenir sur le passé, mais de se projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a un début de solution, il y a donc une nouvelle, un nouveau cadre qui se définit. Et ce retour, cette restitution vient caractériser donc ce nouvel élan qu'on veut prendre, cette nouvelle chance qu'on veut donner à nos deux peuples à travers donc ce genre d'actes. Et je voudrais donc saluer la présidente de l'Assemblée qui a pu donc prendre cette loi. Faciliter l'adoption de cette loi. L'adoption de cette loi qui a donc permis donc la restitution et nous en sommes très heureux et c'est le bonheur donc des populations ancrées encore dans la tradition. Yaël Braun-Pivet, est-ce que la France est prête à aller plus loin sur ce sujet? Parce qu'il n'y a pas un tambour, il y a beaucoup d'œuvres comme ça.
qui ont été prises dans les colonies. Est-ce qu'elle est prête à voter une loi Alors justement, exactement, nous sommes en train de préparer une loi, dite loi cadre, pour préciser les conditions de restitution. Aujourd'hui, dans notre système juridique, dans notre ordonnancement, il faut adopter une loi par objet que l'on restitue. C'est de la compétence du Parlement. Ce que nous souhaiterions faire, ce que le gouvernement souhaite faire, c'est prévoir le cadre juridique global avec une loi qui serait discutée par le Parlement, qui créerait des conditions et des critères. Et ensuite, nous pourrions, avec cette loi, procéder à des restitutions de façon beaucoup plus facile. On voit que parfois, c'est vraiment des irritants. Moi, quand je me suis rendue en Côte d'Ivoire, on m'avait beaucoup parlé de ce tambour. C'est des objets qui sont pas que des objets, c'est quelque chose qui est viscéralement intégré dans l'esprit d'une nation, dans l'esprit d'une population. Et donc, il faut absolument aller dans cette direction-là parce qu'il y va vraiment de cette nouvelle relation que l'on veut créer et du respect, effectivement, comme Adama Bictogo le dit, que l'on peut avoir de peuple à peuple. Et donc, je crois qu'au-delà du symbole, ce sont des moments importants pour nos pays respectifs. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur une proposition qui a été faite par Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines de cela. Alors, je ne sais pas si ce débat a franchi nos frontières ou pas, on va le voir. Le leader de la France insoumise propose de changer le nom de la langue française pour la rebaptiser peut-être langue créole, c'est ce qu'il propose. Une proposition donc et des réactions qui montrent à quel point l'attachement à la langue française est un sujet sensible. Baptiste Gargui-Chartier. C'était il y a moins d'un mois. Jean-Luc Mélenchon en invité d'honneur lors d'un colloque sur la francophonie et ce jour-là, le tribun insoumis défend sa vision de la langue française. Ces mots suscitent la stupéfaction. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Un thème et des formules répétées ces dernières années, déjà abordées dans sa dernière campagne électorale. Mais c'en est trop cette fois pour les oppositions. Le garde des Sceaux dénonce un mépris d'identité. La langue française appartient aux Français. C'est notre patrimoine le plus précieux. Au sein du bloc central aussi, la sortie des boussoles et certains députés n'ouvrent pas le robinet d'eau tiède. Un vieux mâle blanc décide tout seul que 370 millions de copropriétaires d'une langue vont changer de nom. Lorsque Jean-Luc Mélenchon évoque une langue créole, il fait référence à Édouard Glissant, philosophe du XXe siècle qui parle de créolisation, un processus qui, en présence de plusieurs cultures, en crée une nouvelle. L'enracinement dans des origines, ce n'est pas interdit, à condition que cet enracinement soit étendu. À condition que ce ne soit pas une racine unique et profonde qui tue tout autour d'elle. Je crois que le terme d'Édouard Glissant, qui a été utilisé par Jean-Luc Mélenchon, est le bon et il faut le revendiquer actuellement. Je trouve ça vraiment triste que M. Mélenchon, qui une fois plus connaît la valeur des mots et de la culture, en soit arrivé là. Alors le message de Jean-Luc Mélenchon aurait-il une portée universelle ou s'agit-il d'une provocation politique? L'intéressé en fait mystère dans un contexte où le leader insoumis entend bel et bien endosser le costume d'un futur candidat pour 2027. Alors on voit que c'est un débat qui déchaîne les passions, parce que dès qu'on parle de langue, ça touche à des choses intimes, profondes, la culture, l'identité, nos racines, nos fondements. Nathalie Roy, quand vous voyez Gérald Darmanin écrire que la langue française appartient aux Français, est-ce que ça vous choque ? Non, je ne suis pas choquée, mais la langue française, elle appartient à tous ceux qui l'aiment et qui veulent la parler. Et c'est à la grandeur du globe. Cela dit, si vous me posez la question sur le sujet, d'entrée de jeu, je vous dirais qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, je laisserai ce débat aux élus de l'Assemblée nationale. Je ne me prononcerai pas. Vous ne voulez pas vous immiscer dans ce débat? Ah non, non, c'est mon devoir de neutralité. Tous les francophones. Non, mais sur le fait de dire que la langue française est une langue créole ou non, je vous laisse ça, messieurs. Bon, alors, vous intervenez pas, vous êtes prudente. Yael Braun-Pivet, du coup, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous abordez ce débat? Est-ce que vous y voyez peut-être une volonté de déconstruire notre identité nationale, ou est-ce que cela permettrait peut-être de tourner la page de ce passé qu'on évoquait pour que chacun s'approprie cette langue déchargée de son passé?
Je ne crois pas qu'il faille couper le monde d'aujourd'hui du monde d'hier et il ne faut pas se décharger de son passé. Ce passé, il existe, il faut l'assumer et il faut le dépasser quand cela est nécessaire. Donc en fait, la langue française, c'est la langue française. Moi, je ne suis pas pour la débaptisation des noms, mais de la même façon, je ne suis pas pour déceler des statuts, je ne suis pas pour dénommer des rues. En fait, c'est trop... il faut, je pense, accepter notre histoire pleinement, complètement. Et la langue française, c'est la langue française, c'est la langue de la République, c'est la langue de notre pays et c'est la langue qui rayonne. Et quand on parle, mais je suis d'accord avec Nathalie Roy, dans le sens où la langue française n'appartient pas qu'aux Français, elle appartient au monde, parce que la langue française, c'est aussi elle vit dans tous les pays. Qui vit dans tous les pays, c'est la langue de la littérature, c'est la langue des plus grands poèmes, c'est la langue de la chanson française, de la culture. Et donc c'est tout cela qu'il faut véhiculer et il ne faut pas chercher à mettre derrière cette langue et derrière cette appellation. En fait, ne mettons pas de la politique sur tout. C'est vraiment insupportable et je pense que nos compatriotes sont mais très, très, très loin de ça aujourd'hui. Adama Bictogo, comment vous vous positionnez dans ce débat ? Moi, je ne me priverai pas, comme ma collègue, de donner un point de vue, d'autant plus que... Mais j'en ai un, mais je le garde pour moi. D'autant plus que, c'est vrai, la langue française est née, certes en France, mais je veux dire, Léopold Sédar Senghor était à l'Académie française. Le président Félix Houphouët-Boigny a participé à la rédaction de la Constitution. Et jusqu'à aujourd'hui, sa signature est encore là. Donc je veux dire, il fut un moment où des Africains se sont appropriés la langue française. Henri Lopez. Donc ils ont pratiqué, et nous avons aussi été à l'école, et la langue française est ce qui nous unit, et c'est ce qui nous permet de communiquer. Si aujourd'hui nous avons cette plateforme et que moi je peux communiquer avec le Sénégal, le Cameroun, le Québec, c'est parce qu'il y a la langue française. Et nous nous sommes appropriés. Donc je pense que... Donc il n'y a pas besoin de changer le nom de la langue. Il n'y a pas besoin, et que je rejoins mon homologue Yael Pivet pour dire que tout ne peut pas être politique. Il faut de temps en temps que la culture ait sa place et que la langue française, certes, est une des composantes de l'identité. Mais nous, Africains qui parlons la langue française, n'avons pas perdu notre identité. Il y a une identité culturelle et puis il y a une identité linguistique. Vous distinguez les deux. Voilà. Néné Mariam Kane, vous n'êtes pas de la même génération, vous n'avez peut-être pas le même point de vue. Est-ce que vous êtes sensible aux arguments de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez, je reprends l'expression d'Amélie Alakrafi, le vieux mâle blanc qui veut imposer sa vision au reste du monde et notamment à l'Afrique ? Alors la question m'avait été posée et j'avais dit que je suis contre l'orthodoxie. Peut-être c'est à cause de ma génération. Mais je pense que... Qu'est-ce que vous entendez par orthodoxie ? Je pense que pourquoi pas changer les choses quand c'est nécessaire. Après, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas mettre de la politique partout. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire de changer la langue, le nom de la langue ou pas, mais moi, j'ai toujours défendu que c'est 66 millions de Français sur 348 millions de locuteurs. Si on veut défendre, il faut savoir faire des choix. Si on veut défendre que la langue française, la francophonie, c'est pas la France, que la langue française, elle appartient à tout le monde, l'histoire de la France, c'est une histoire commune avec d'autres populations. Si le Québec est décomplexé par rapport à la France, c'est parce que son histoire avec la France est différente de l'histoire de l'Afrique avec la France. Je fais partie d'une génération pour laquelle je suis ici aujourd'hui en train de porter la voix. Excusez-moi. Ne la perdez pas. Et je dois dire ce qui est. Ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que la francophonie, ce n'est pas la France. Si on nous dit que la francophonie, ce n'est pas la France, qu'on ne nous explique pas derrière que la francophonie, par un tweet, que la francophonie, enfin, que la France, le français, c'est la langue de la France, etc. Je peux comprendre, parce qu'en tant que Sénégalaise, nous avons aussi notre langue qui est le Wolof, etc. Je peux comprendre. Mais je ne suis pas foncièrement contre l'idée de changer le nom. Voilà. Yael Braun-Pivet, comment vous réagissez ? Parce que c'est quand même un autre discours d'une autre génération. Oui, après, c'est tout l'intérêt de ce débat, etc. Mais
moi je suis là où je rejoins en fait tous nos interlocuteurs, c'est le fait que le français n'est pas la propriété de la République française, le français est la langue de la République, mais ça n'est pas notre propriété. Et heureusement, on a envie que le français parcourt le monde, et il a parcouru le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ces échanges, etc. Après, à nouveau, débaptiser des choses, je pense que ça n'a aucun intérêt. Et deux, vous savez, c'est pas une ardoise magique. C'est pas parce que vous changez de nom que vous permettez d'oublier l'histoire et qu'on efface le passé, etc. Le passé, il faut l'assumer pour pouvoir le dépasser. C'est ça qui est important. Alors, derrière cette langue commune, la francophonie revendique des valeurs communes. Comment est-ce qu'elle s'exprime au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie? On parle, j'ai vu, de diplomatie parlementaire francophone. C'est quoi? En fait, déjà, la diplomatie parlementaire, c'est quelque chose qui est très important pour nous tous, en fait. On voit bien qu'on a besoin de nouer des relations de représentants du peuple à représentants du peuple, de peuple à peuple, ce qui nous permet aussi d'avoir d'autres débats avec, dans d'autres cadres, le réseau des femmes, le réseau des jeunes, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Au sein de la francophonie en particulier, on voit qu'on a noué des relations qui sont privilégiés, en fait. On a cette instance qui nous permet de nous rencontrer régulièrement, de travailler régulièrement, parce qu'il y a cette session parlementaire, mais il y a des travaux tout au long de l'année avec des cercles plus étroits, et donc ça nous permet de faire avancer des sujets très concrets. Monsieur le Président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire parlait des questions de mobilité. On a besoin de faire vivre notre jeunesse, de vous former, de permettre l'accès dans nos universités, dans nos entreprises, mais réciproquement. Il y a des Français, des jeunes Français qui vont travailler en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Donc en fait, cette relation, ce partenariat dont on parlait, cette relation gagnante-gagnante, elle doit s'exprimer à tous les échelons. Et nous, parlementaires, nous avons un rôle fondamental à jouer là-dedans. Adama Bictogo, au sujet de ce concept de diplomatie parlementaire francophone, on a vu récemment que c'est Donald Trump qui est venu imposer la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pourquoi Donald Trump et pas cette diplomatie parlementaire francophone quand on sait que ces deux pays-là, ils sont francophones? Vous savez que le dossier congolais-rwandais est un dossier international. Et d'ailleurs, l'Assemblée parlementaire francophone a fait une mission auprès de bons offices auprès de ces deux États. Mais la nouvelle donne du monde, d'ailleurs aujourd'hui, qui s'impose malheureusement à nous tous, c'est que même la guerre russo-ukrainienne, on a vu donc l'intervention du président Donald Trump mettant de côté toutes les avancées significatives faites par l'Union européenne. Donc je crois qu'au-delà de la francophonie, et c'est là que, justement, la question de redéfinir les missions de l'Assemblée parlementaire francophone s'impose à nous. C'est-à-dire peut-être se tourner plus vers le reste du monde, pas se limiter aux échanges entre pays francophones? Absolument, parce que l'Assemblée parlementaire francophone doit pouvoir maintenant, c'est une question de pouvoir s'imposer face, je ne dirais pas au Commonwealth, mais face donc à cette nouvelle ingérence, parfois, de certaines puissances, parce qu'on est dans un environnement où les plus puissants veulent écraser les plus faibles, alors que nous avons toujours prôné le multilatéralisme, et c'est une des idées fortes de l'Assemblée parlementaire francophone, le multilatéralisme. Donc, nous pensons que c'est vrai, pour deux pays francophones, l'APF, la francophonie, aurait dû aider à la résolution de leur crise. Mais malheureusement, il y a d'autres éléments qui suscitent certains intérêts qui vont au-delà donc, de l'Assemblée parlementaire francophone. Nathalie Roy, le Québec, il est directement concerné par ces ingérences évoquées à l'instant par Adama Bictogo, par ce nouvel ordre mondial où c'est un peu la loi du plus fort qui semble s'imposer. On a vu Donald Trump menacer d'annexer le Canada. Jamais. Comment vous voyez cela, vous, sous le prisme de la francophonie? Et c'est surréaliste, ce qui se passe. Ce sont nos voisins, je vous disais, à peine une demi-heure en voiture, on est rendu aux États-Unis. Tout le Québec était bâti le long du Saint-Laurent, qui, lui, jouxte pratiquement quelques minutes en voiture la frontière américaine. Toute la population est là. Et ce qui est particulier, c'est que M. Trump, nous le connaissions, on avait vu M. Trump lors de son premier mandat, bon, on se doutait. Mais ce qu'il fait actuellement et la façon dont il conduit les affaires de l'État de façon aussi erratique, de façon aussi incompréhensible,
ça a créé un phénomène particulier chez nous. Ça a créé une forme de resserrement du pays, du Québec, mais du Québec avec aussi les autres provinces du Canada, une forme de frappe commune et d'union pour faire face à M. Trump. Vous avez dépassé vos divergences internes face à un ennemi extérieur. Et absolument. Et ça, personne ne l'a vu venir. Personne ne s'attendait à ça. Mais ça a donné aussi le résultat de l'élection fédérale que nous venons d'avoir, qui, lui, 6 mois plus tôt, était juste impensable. Donc, ça bouleverse l'échiquier, mais ça nous fait dire, et votre première question initiale, la diplomatie parlementaire, ben, ça sert à quoi et pourquoi la diplomatie parlementaire et à l'égard de la francophonie? Ben, c'est le moment de resserrer les liens avec nos partenaires fiables, avec nos amis francophones, et puis aussi d'en embarquer d'autres avec nous. Et c'est le moment de le faire parce on avait cette dépendance à l'égard des États-Unis, vu la proximité, mais il faut ouvrir maintenant davantage, ouvrir les portes et se faire aussi de nouveaux alliés, et surtout à l'égard de l'économie, parce que ce sont nos économies qui sont attaquées actuellement avec toute cette instabilité. Avant de conclure ce débat, j'ai un petit quiz francophone à vous proposer, parce qu'on se félicite souvent que chaque pays francophone fasse vivre la langue française en inventant des nouvelles expressions, des nouveaux mots. Mais est-ce que tout cela circule entre les différents pays de la francophonie? J'ai envie de tester cela. Alors, je me tourne vers vous, Yael Braun-Pivet. On commence avec vous. Je vais vous proposer une ou deux expressions québécoises, et puis vous allez essayer de... Nathalie, aide-moi. Eh ben, vous allez être l'arbitre, le juge suprême. Alors, si je vous dis, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, vous séchez? C'est pas très dur, gentil. c'est dur. Moi, je ne savais pas. Donc, vous ne saviez pas? Non. Nathalie? Vous connaissez les pogos? Alors, non. Alors, c'est atroce. C'est un truc à ne pas manger. Ah si, on m'a expliqué, c'est les saucisses. Ce sont des saucisses et hot dogs trempés dans la panure et frits. C'est infect. C'est les corn dogs c'est chez les dégueulasse. Américains. Ah, peut-être. Nous, on les appelle les pogos et c'est la marque de commerce. Et de dire de quelqu'un que c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, et ça nous vient d'une élue de l'Assemblée nationale. C'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Même chose, même chose. Moi, c'est ce que ça signifie. C'est pas gentil. On va passer à vous, Adama Big Togo. On va voir si les expressions sénégalaises circulent jusqu'en Côte d'Ivoire. Si je vous dis arrête de dallasser. Waouh. Elle va Ça vous dit quelque chose? Dallasser? Pas du tout. Alors ça va pas au Sénégal. Alors c'est pas ça. Bon, alors on s'est planté. Camembéré. 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 Quelqu'un qui camembère. Bon. Au Sénégal. C'est logique. Hein. Ouais. Là, il y a un indice dans le... Là, c'est sénégalais. C'est lié à un fromage qui n'est pas sénégalais, pour le coup, voilà, normand, le camembert, et ça veut dire sentir des pieds, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Bon. Bon, Néné Mariam Khan, vous rigoliez, mais à votre tour. Avec des expressions ivoiriennes. Si je vous dis mettre quelqu'un sur petit vélo. Ah, ça évoque quelque chose pour vous. Le mettre mal à l'aise? Non. Non. Mettre quelqu'un sur petit vélo, un peu, c'est le mettre... c'est le clouer. Oui, c'est poser un lapin. Poser un lapin. Voilà. Refuser les avances de quelqu'un. Ah, d'accord, ok. Okay. Quand on drague une femme, elle te met sur un petit vélo. Bon, Nathalie Roy, c'était plus compliqué pour vous parce que, en tant que Français, on a du mal à savoir ce qui a franchi l'Atlantique ou pas dans les expressions que nous, on emploie. Alors, on en a choisi quelques-unes, je ne sais pas, on va voir. Être beurré comme un petit lu, est-ce que ça vous parle, ça? Non, un petit lu, c'est pas un biscuit, ça? Si. Être oui, c'est ça, exactement. Oh, voilà. J'ai jamais entendu. C'est pas allé jusqu'au Québec, mais c'est allé jusqu'en Côte d'Ivoire. Une dernière, courir sur le haricot. Ça vous... Non. Ça vous dit rien non plus? Non. Ah, c'est quand on est très agacé par quelqu'un, alors il me court sur le haricot. Non, jamais entendu. Mais c'est beau. C'est beau. On a quand même nos expressions qui restent. Belle expression. Voilà. Bon, en tout cas, ça prouve que cette langue française, elle vit sa vie dans chacun des pays qui la pratiquent, et ça, c'est quand même essentiel. C'est la fin de ce débat. Un grand merci à tous les quatre. Bonne session parlementaire francophone. On a vu que vous alliez travailler tout le week-end, y compris en siégeant dans l'hémicycle. Yael Braun-Pivet, j'ai une dernière question à vous poser avant que vous nous quittiez, parce qu'on va consacrer le reste de l'émission au bilan de cette année parlementaire un peu particulière. Il y a beaucoup de députés qui critiquent une assemblée qui tourne un peu à vide en ce moment, faute de majorité.
Vous, quel bilan vous dressez de cette année parlementaire ? Moi, je dresse un bilan contrasté, nuancé. C'est une assemblée qui a livré des choses très bien, et puis des choses moins bien, et puis des choses détestables. Et il faut regarder un petit peu tout ça dans le détail. Moi, je déteste ceux qui, en tout cas, ceux qui ont une vision très binaire des choses. C'est pas le cas. Cette assemblée, elle a voté 90 textes. Elle a pu délibérer formidablement bien sur l'aide à mourir. Et c'est un texte que maintenant est au Sénat. On a franchi une première étape que les Français attendaient depuis des dizaines d'années. Et c'est cette assemblée qui l'a fait. On a adopté un certain nombre de textes importants. Maintenant, c'est vrai qu'on manque. Mais ça fait des années qu'on en manque de visibilité. Moi-même, mes prédécesseurs, mes antéprédécesseurs ont toujours demandé à ce que nous ayons un programme de travail sur 6 mois, sur 1 an, pour que nous sachions sur quoi nous allons légiférer. C'est ce qui existe dans la plupart des parlements. On est incapable de le faire ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on manque de cap, on manque de visibilité, on ne sait pas bien où on va parce qu'on légifère. Voilà, semaine après semaine. Et voilà, on aurait besoin d'avoir une vision d'ensemble. C'est un travail que nous devons faire avec le gouvernement, nous-mêmes parlementaires, les présidents de groupe, pour voir comment nous pourrions avancer pour la prochaine année. Mais cette assemblée, elle fonctionne. Et puis, vous savez, il y a 2 attitudes à avoir. Il n'y a pas de majorité. Alors, soit on considère qu'on ne peut rien faire. C'est le cas de certains. Et ils attendent. Ce n'est pas mon cas. Moi, depuis le début, depuis le premier jour, je dis on peut faire quelque chose de cette Assemblée et c'est ce que j'essaye de faire. Alors après, c'est pas facile, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas s'y atteler. Merci beaucoup. Ce sera votre contribution à ce débat qu'on ouvre à présent avec un petit rappel de tout ce qui s'est passé donc, pendant cette année parlementaire mouvementée. C'est Marco Pommier qui s'en charge. Si l'année parlementaire était résumée dans un livre, le titre serait tout trouvé, hors norme. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Une première depuis 1962. Début décembre, Michel Barnier et son gouvernement trébuchent sur le budget de la sécurité sociale après le recours au 49.3. Les voix de la gauche et du Rassemblement national s'additionnent pour faire tomber le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, seulement 3 petits mois à Matignon. Je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité la France et les Français. D'un Premier ministre à l'autre, les difficultés demeurent. À peine nommé, François Bayrou fait de l'adoption du budget sa priorité numéro 1. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous. Des débats, des négociations en coulisses, mais à la fin, c'est toujours le 49.3 qui gagne. François Bayrou l'active à 2 reprises pour faire adopter le budget du pays et celui de la sécurité sociale. Le RN ne censure pas au nom de la responsabilité, tout comme les socialistes. Nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. Budget voté, mais François Bayrou avance sur un fil. Lui et son gouvernement enchaînent les motions de censure toutes symboliques. Ne croyez surtout pas que je veuille banaliser cet événement, mais c'est la 8e motion de censure que notre gouvernement doit affronter et la 2e du groupe socialiste, le tout en 6 mois et demi. Des motions et des manœuvres parlementaires qui laissent pantois, avec une nouvelle expression en vogue à l'Assemblée, faire une du plomb. Référence à cette loi agricole controversée, rejetée par ses propres défenseurs pour accélérer l'examen du texte. Cela vise à une seule chose, s'aborder un texte pour ne pas avoir une seule minute de débat dans cet hémicycle, ni un seul vote dans cet hémicycle, sur des sujets plutôt majeurs, sur la santé des Français. Vous êtes en train de créer un précédent extrêmement dangereux. Et dans cette année hors norme, fin mai, l'Assemblée adopte la loi sur la fin de vie. Moment solennel après un débat exemplaire. Il y a des jours dont on sait qu'on ne les oubliera jamais. Je n'oublierai jamais cette journée. Merci à tous. Ce soir, un chapitre se referme, mais l'histoire n'est pas terminée. Le titre du prochain tome, Budget 2026, censure et bis repetita, point d'interrogation. Et pour faire le bilan de cette année parlementaire, je suis ravi d'accueillir nos 2 spécialistes maison, Elsa Mondingava, Stéphanie Despierres. Bonsoir. Bonsoir à toutes les 2.
et David Revaud-Dallon. Bonsoir David, rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle, dont on va parler d'ailleurs ce soir. On va commencer par une question simple. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année, David? On commence par... Comme ça a été très bien résumé dans votre sujet, c'est évidemment la motion de censure, parce que c'est la première depuis 1962, que c'était quand même... Alors, elle était un petit peu attendue, mais la chute de Michel Barnier est quand même un cataclysme qui illustre parfaitement l'instabilité chimique de cette Assemblée depuis la dissolution. Et puis, encore une fois, comme disait Francis Cabrel, c'est toujours le même film qui passe, puisque cette motion de censure, elle repasse, hein, comme le furet, elle est passée par ici, elle repassera par là, et c'est pas terminé. Et là encore, c'était dit dans votre sujet, puisque là, dans une semaine, on a le Premier ministre, enfin dans quelques jours, on a le Premier ministre qui va donner ses premières pistes pour le budget, et évidemment, dès l'automne, dès le mois de septembre, octobre, le PLF risque d'entraîner... Projet de loi de finances. Projet de loi de finances risque d'entraîner une nouvelle motion de censure, et cette fois, ça risque de ne pas être pour du beurre. Elsa, qu'est-ce que tu retiens? Alors, c'est peut-être un petit tropisme pour la chaîne parlementaire, mais moi, je retiens des moments de questions au gouvernement très tendus où il y avait vraiment un exercice de sommer le Premier ministre à rendre des comptes. On l'a connu sur Bétaram, quand on a eu à plusieurs reprises Paul Vannier qui demandait au Premier ministre bien justement de se justifier sur les révélations de violences physiques et sexuelles dans cet établissement. Et puis aussi avec les socialistes, où on a eu plusieurs fois lors de la séance des questions au gouvernement, le président du groupe, Boris Vallaud, qui interpellait le Premier ministre sur ses intentions, le Premier ministre qui répondait, Boris Vallaud qui reposait sa question, et à la fin les socialistes qui disaient qu'ils n'avaient pas compris grand-chose. Mais voilà, on a eu vraiment des moments où on sentait que le Premier ministre, dans cet exercice des questions au gouvernement, avait été sommé par les oppositions de donner des réponses sur des sujets précis. Stéphanie. Alors moi, c'est la loi Duplon, on l'a entendu dans le sujet. Il y a une expression qui est née cette année au Parlement, c'est-à-dire faire une duplon. Ça veut dire que les défenseurs d'un texte votent contre leur propre texte pour contrer l'obstruction de la gauche. C'est ce qui s'est passé sur la loi Duplon. Alors je vous rappelle que c'est cette loi pour lever les contraintes à l'agriculture qui réintroduit un pesticide qui s'appelle l'acétamiprine, et ça a suscité de très très forts débats, et on l'a vu encore mardi, il y a eu le vote définitif à l'Assemblée nationale dans une ambiance très très tendue entre la gauche qui expliquait que ça mettait en cause, c'était des risques pour l'environnement et la santé des Français. On a même vu des militants d'une association Colère Cancer qui étaient en tribune s'insurger contre le vote de la loi, et une ministre de l'Agriculture qui, elle, expliquait que les agriculteurs, il faut bien qu'ils aient les mêmes règles que d'autres producteurs, parce que sinon leurs exploitations ne sont plus viables. Et pour moi, cette loi, elle est aussi emblématique des difficultés du moment à faire du consensus. On voit qu'il y a deux blocs qui semblent irréconciliables sur des questions de fond très importantes pour l'avenir du pays. Alors on parle d'une assemblée fébrile qui tourne un peu à vide, mais il y a quand même des textes qui ont été adoptés pendant cette année. Lesquels est-ce que vous retenez, David? C'est évidemment les deux grands textes sur la fin de vie et le narcotrafic, les deux seuls grands textes qui ont permis des véritables évolutions. Vous savez, moi je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Édouard Philippe au début de l'exercice de François Bayrou en tant que Premier ministre. Il a dit qu'en réalité, jusqu'en 2027, c'est le retour vers le futur, ce serait le statu quo et rien ne se ferait. Et il avait assez raison. Je pense que c'est même un miracle que ces deux textes soient passés. Après, c'est vrai que la fin de vie, c'était quand même un texte assez consensuel, même s'il y avait aussi des désaccords sur le fait de scinder le texte en deux parties, sur les stratégies parlementaires. Mais voilà, il y a un large consensus dans l'opinion. Et je pense que c'est sur des sujets sociétaux comme cela qu'on a pu avancer, parce que sous tout le reste, et notamment sur la question de l'écologie que vous venez de décrire parfaitement, là, pour le coup, c'était un imbroglio absolument, je dirais, indémêlable. Elsa et Stéphanie, vous partagez le même point de vue sur... Oui, moi sur la fin de vie, je pense que c'est vraiment assez emblématique. Et puis je voudrais parler du budget. On s'est quand même vraiment demandé à un moment comment le pays allait avoir un budget. Le premier gouvernement tombe. On s'est dit que peut-être le suivant allait tomber assez vite, même si on a bien senti que les socialistes s'étaient dit qu'ils n'allaient pas recensurer tout de suite. Mais on est quand même rentré, on est allé chercher pour savoir comment pouvait se passer un budget dans les petites lignes de la Constitution, les petites lignes du règlement de l'Assemblée nationale. Et dans l'histoire parlementaire. Et dans l'histoire parlementaire. Et ça, c'est vraiment, pour moi, assez marquant. Elsa? Et il y a, ce qu'on a dit, c'est des propositions de loi
oui. qui sont marquantes. Il y a alors là, c'est vrai, David loi. vient de citer 2 propositions de loi, donc présentées par les députés, au contraire des projets de loi. Hein. Voilà, et c'est pas du tout la même chose. C'est pas des textes parlementaires qu'on peut comparer. Un projet de loi, il y a une étude d'impact, il y a un passage au Conseil d'État. C'est des choses qui sont normalement qui fixent le cap du gouvernement. Une proposition de loi, les députés, même s'ils peuvent être aidés d'administrateurs, ils les rédigent eux-mêmes. Et les propositions de loi, c'est un peu des objets politiques dans tous les sens. Donc celles sur le narcotrafic et la fin de vie sont entre guillemets des projets de loi un peu déguisés, puisqu'ils étaient quand même très largement aussi portés par les ministères. Mais sinon, on a eu énormément de propositions de loi qui, à chaque fois, pour le député qui la défend, va dire que c'est important, mais quand on légifère sur le fait de pouvoir donner son sang pendant son temps de travail ou sur la lutte contre les frelons asiatiques, bon, on se demande si on a vraiment une action concrète sur l'action publique. Moi, il y avait un député qui me disait, écoutez, si cette année on a réussi à empêcher la prolifération des frelons asiatiques, peut-être qu'on aura déjà réussi. Et c'est une manière de dire en creux qu'ils n'ont pas tellement de prise, en fait, sur des gros textes avec un vrai cap pour le pays. Mais cette stratégie, c'est une stratégie assumée d'ailleurs par le gouvernement. Quand vous discutiez avec les ministres, ils savaient très bien que, vu l'éclatement de cette Assemblée en 3 blocs inconciliables et irréconciliables, il valait mieux passer en douce et passer par des PPL, fussent-elles des propositions de loi, fussent-elles à l'initiative du gouvernement, et que c'était plus facile de trouver un consensus sur des initiatives censées être venues des parlementaires eux-mêmes. Il y a eu aussi un aveu finalement du gouvernement, une forme d'aveu d'impuissance en termes de capacité à faire passer des PJL, des projets de loi. Ouais. Alors c'est bien joli, mais là on a eu votre avis à vous sur cette année parlementaire. On va voir maintenant ce que les députés en pensent eux-mêmes. On a recueilli quelques avis, celle des 4 colonnes. Un mot pour qualifier cette année parlementaire. Étonnante, turbulente. Étrange. Dense, je dirais. Perte de temps. Hors norme. Épique. Surprenante parce qu'on s'est retrouvé il y a 1 an avec une assemblée que personne n'attendait, totalement divisée. Et 1 an plus tard, on se retrouve chaque jour avec des surprises, avec le fait de devoir voter contre nos textes, à devoir pacter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, à devoir gouverner avec des gens qui ne nous aiment pas. Il faut trouver des compromis à chaque virgule, à chaque amendement, etc. C'est pas simple. On a aujourd'hui une assemblée qui ne fonctionne plus, une minorité présidentielle qui est totalement en difficulté, qui déserte les bancs, qui nous impose des textes qui ne servent à rien et qui dessert l'Assemblée. Et ma question, c'est qu'avons-nous fait pendant 1 an ? Il y a eu des grandes lois qui étaient attendues, qui étaient voulues. La loi sur le narcotrafic, la simplification. On a su pour moi voter une loi qui est une des avancées importantes attendues, qui est la loi sur fin de vie et l'aide à mourir. Il y a plus de propositions de loi que de projets de loi. On fait du surplace au moment où on devrait en profondeur régler les problèmes. Donc il faut, je crois, avoir une nouvelle assemblée qui fasse dégager une majorité. Voilà pour ces propos recueillis par Marco Pommier. Stéphanie, on parle beaucoup du blues des députés cette année. Alors quand on les entend, ils ne l'assument pas en tant que tel. On les sent énervés, agacés, presque en colère et en même temps assez combatifs finalement. Oui, mais en fait, hors caméra, ils vous disent tous, il y en a beaucoup qui repartent de la dissolution. Il y a 2 jours, je discutais avec un ancien président de groupe qui m'a dit, mais le traumatisme, les mots étaient forts, de la dissolution est toujours là. J'étais quand même un peu étonnée. Et beaucoup de députés l'ont vécu comme ça. Beaucoup, du coup, sont moins présents à l'Assemblée nationale, notamment dans le bloc central, parce que même si la probabilité d'une nouvelle dissolution est très faible, ils n'ont pas oublié la leçon de l'année dernière et ils se disent qu'il faut être en circonscription. Donc c'est vrai que certains se disent, mais en fait, ce qu'on fait au Parlement n'est pas très lisible pour les gens. On le disait, c'est beaucoup, parfois des propositions de loi, des lois pour le quotidien, mais pas de projets de loi d'envergure, donc ils ne sont pas très motivés. Et il y en a une qui me disait, mais moi j'attends 2027 avec impatience. Moi, je pense que 2027 est déjà là, et c'est peut-être un des problèmes de cette Assemblée, c'est que chaque président de groupe est dans sa ligne, dans son couloir pour 2027 et ne veut pas du tout faire de consensus avec les autres. Elsa, est-ce qu'ils ne sont pas un peu responsables aussi eux-mêmes, les députés, de cette situation aujourd'hui ? Parce qu'on voit qu'ils ont quand même beaucoup de mal à s'entendre entre eux. Oui, en fait, il y a vraiment un paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de députés qui nous disent qu'en circonscription ou partout ailleurs, on leur dit « mais travaillez ensemble ». Et en fait, on voit bien que chaque texte est complètement inflammable. Il peut y avoir des majorités. En fait, on ne sait jamais de quel côté la pièce va retomber. C'est-à-dire qu'au gré des alliances, s'il y en a 2 de plus, si le RN est très mobilisé, si la gauche est présente, c'est pour ça que ça crée aussi... Alors, il y a la question de la circonscription qu'il est très important de ratisser quand on ne sait pas combien de temps on va encore être député. Et puis dans le bloc central, par exemple, on nous explique que de toute façon, si le RN et la gauche votent
en même temps sur un texte de la même façon. De toute façon, ils peuvent être 100% complets. Ça ne passera pas. Donc évidemment, ça a tendance à les démobiliser. Mais ça commence aussi à démobiliser la gauche, qui dit aussi, nous, on en a marre d'être ceux qui, à la limite, votent pour éviter que le RN n'obtienne des victoires dans l'hémicycle. Il n'y a guère que le RN qui, parfois, ils sont quasiment 80% de députés présents dans l'hémicycle parce qu'ils ont bien identifié certains sujets très politiques, les zones à faible émission, etc. Mais c'est vrai que tout le monde s'ennuie. En même temps, tout le monde a le sentiment de devoir courir partout, d'être sur 150 000 textes en même temps. Donc, il y a vraiment des sentiments mêlés, mais effectivement, et puis pas forcément un horizon qui est beaucoup plus favorable les 2 prochaines années. Un mot, peut-être, David, de cette démobilisation qu'on constate un peu partout, sauf dans les rangs du RN. Ça leur a permis d'ailleurs de réaliser des jolis coups. Oui, alors je la résumerai en 3 points rapides. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu un vrai traumatisme. On sent une assemblée quand même assez apathique et vraiment dépressive. C'est-à-dire que oui, il y a de la guérilla parlementaire des Insoumis, oui, il y a des séances de QAG, de questions au gouvernement qui sont musclées. Mais pour avoir assisté aux 2 DPG, aux 2 déclarations de politique générale de Michel Barnier et François Bayrou, et après une série d'autres depuis des années, j'ai trouvé que cette assemblée était très apathique, y compris dans l'opposition et y compris et surtout dans les rangs du bloc central. Quand vous regardiez les députés qui applaudissaient le Premier ministre, qu'il s'agisse de Michel Barnier ou François Bayrou, c'était assez ahurissant, c'était complètement dépressif. Deuxième point, très juste aussi, ils sont tous sur 2027. Vous avez dans chaque groupe un ou plusieurs postulants, c'est particulièrement vrai dans le bloc central, mais aussi ailleurs. Donc ça, c'est dû au fait, et j'en viens à mon 3e point, c'est qu'on est en fait revenu à la 4e République. Vous savez, c'était la durée de vie d'un gouvernement pendant les 16 ans qu'ont duré la 4e République, c'était 7 mois. Là, on n'en est pas très loin. Et effectivement, cette assemblée ingouvernable, inconciliable, fait que, fatalement, on a l'esprit tourné vers ce qui va se passer dans un peu moins de 2 ans, la présidentielle. Stéphanie, il y a aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure en ouverture de débat. Faire une duplon, ça s'est quand même produit plusieurs fois. Ça, c'est des députés qui décident finalement de renoncer à leur propre prérogative de débattre. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça s'est produit aussi sur une loi sur l'A69, où là, pareil, le bloc central, pour contrer l'opposition, a renvoyé directement au Sénat. Expliquez peut-être la procédure, en fait. Ça veut dire que vous avez un texte, il y a une motion de rejet qui est débattue. Elle est déposée par la gauche, par exemple. En général, c'est l'opposition qui fait ça. C'est l'opposition qui la dépose. Et normalement, les promoteurs du texte ne la votent pas, puisque eux, ils veulent un débat. Et là, on s'est retrouvé dans une configuration inverse, où parce qu'il y avait trop d'amendements, ou parce que le texte issu de la commission ne leur plaisait pas, eh bien le bloc central a voté contre son propre texte pour aussi accélérer le calendrier, parce que ça permet, alors pas à chaque fois, mais de manière assez fréquente, de l'envoyer ce qu'on appelle en commission mixte paritaire. Et c'est 7 sénateurs et 7 députés qui discutent à huis clos autour d'une table. Donc le bloc central considérait que le compromis était plus facile à trouver, loin des regards et loin des postures politiques. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire à plusieurs reprises, mais beaucoup savent que c'est un jeu dangereux, parce qu'en fait, ça revient à se tirer une balle dans le pied, ça revient aux députés à dire « Ah, mais en fait, pas besoin de passer par chez nous, allons au Sénat directement et tout ira bien ». Et beaucoup en sont conscients et se disent qu'il ne faut pas jouer trop souvent avec ça, mais on sent que ça va être un outil dont ils vont quand même encore se servir. J'aimerais qu'on parle peut-être de ce socle commun. Alors j'ai découvert qu'on l'appelait le SOCO maintenant. Ça fait très classe, très anglo-saxon. Il est large, plus le nom rétrécit. Alors justement, vous lui donnez quelle espérance de vie? Parce qu'on l'a vu quand même là se déchirer progressivement au fil de cette année parlementaire. Exactement. Le problème, je pense que pour l'instant, c'est que personne n'a la solution véritablement pour en sortir. Ce socle commun, il existe puisque au lendemain des législatives, il a fallu pour Emmanuel Macron, ceux qui le soutiennent, essayer d'être les plus nombreux possibles par rapport au nouveau Front populaire. Donc ils se sont alliés avec la droite, mais leur seul intérêt commun, c'est d'être plus nombreux que les autres. Donc déjà, ils ne se sont pas mis d'accord vraiment sur un programme. Ils tirent dans des sens complètement différents sur la question de l'environnement. On l'a vu récemment. Bruno Retailleau, par exemple, il y en a beaucoup dans le bloc central qui s'agacent et qui ne soutiennent pas ce ministre de l'Intérieur. Donc il n'a rien de commun. Stéphanie le dit souvent, c'est ni un socle, ni un commun. Enfin, voilà, c'est un nom qu'on utilise, c'est un abus de langage de l'appeler socle commun. Mais en même temps, c'est des gens qui, pour l'instant, n'ont pas tellement d'autres solutions, puisque ceux qui vont décider de partir, et la droite partira un jour, puisqu'on voit bien que 2027, ils vont aussi décider d'y aller. Après, ça va être très compliqué, parce qu'on va encore avoir une majorité
qui va se rétrécir davantage. Donc, tout le monde sait qu'il n'existe pas vraiment, tout le monde se tire la bourre, tout le monde se critique les uns les autres, personne ne s'apprécie et en même temps, personne ne trouve une solution pour essayer de trouver d'autres forces sur qui s'appuyer à l'avenir. David, on voit que la droite s'est éloignée des macronistes progressivement. Est-ce que pour autant elle s'est rapprochée du Rassemblement national et de l'UDR d'Éric Ciotti, qui lui cherche clairement à faire ce qu'on appelle l'union des droites? Non, je ne crois pas. Éric Ciotti il a un peu raté son opération lors de la dissolution quand il a voulu partir avec armes et bagages et brûler ses vaisseaux en emportant finalement tout l'appareil des Républicains vers le RN. Ça n'a pas fonctionné. Il essaie de le faire fonctionner tant bien que mal à l'Assemblée, mais vous voyez que dans la structure de LR, on n'est pas du tout dans l'appareil de LR, on n'est pas du tout sur cette ligne. Et d'ailleurs, tout le travail de Bruno Retailleau, qui est la valeur montante aujourd'hui de la droite, c'est pas du tout de faire alliance avec le RN, mais plutôt de récupérer des parts de marché électorales sur l'extrême droite, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en son temps. Si vous me permettez cette image que j'ai déjà utilisée, je crois, sur ce plateau, effectivement, ce n'est pas un socle, il n'a rien de commun, c'est plutôt une assemblée générale d'actionnaires, voire une assemblée de petits copropriétaires. Vous avez beaucoup de petites entreprises politiques, vous avez Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Yael Braun-Pivet même. Qui ont leur micro-parti. Voilà, avec à l'extérieur, Édouard Philippe, même Aurore Berger, et j'en oublie sans doute un certain nombre, voilà, qui ont tous l'œil tourné vers la suite des opérations. On pourrait rajouter aussi Laurent Wauquiez chez LR. Et donc, effectivement, ce socle commun, de ce fait, ne tient plus qu'à un fil, et c'est le fil de la présidentielle. Stéphanie, sur la droite, elle ne veut pas d'union des droites, comme on le dit avec Éric Ciotti et le Rassemblement national, et en même temps, il y a des votes à droite qui se sont alignés sur ceux du RN. Oui, par exemple, si on prend la loi un peu technique sur l'énergie, là, les Républicains et le RN se sont complètement alliés pour réécrire la loi, contrairement à ce que voulait notamment le gouvernement, même si c'était au départ une proposition de loi de la droite qui venait du Sénat. On l'a vu sur le moratoire sur le solaire et l'éolien. Là, en fait, sur les ZFE sur les ZFE aussi, zones à faible émission. Mais sur le moratoire solaire et éolien, c'est encore plus caractéristique parce qu'en plus, on se rend compte que LR ne sait pas très bien où ils vont. C'est-à-dire qu'ils déposent un amendement, finalement, ils n'arrivent à le voter que parce qu'il y a le renfort du Rassemblement national. Les députés, ce soir-là, LR, ils sont 4 dans l'hémicycle. Il y a 57 députés du RN qui les aident à passer ce moratoire sur le solaire et l'éolien, qui est voté à quelques voix, 65 pour, 62 contre, parce qu'aussi, il n'y a pas le bloc central et la gauche suffisamment en nombre à l'Assemblée nationale pour faire bloc. Donc là, on voit vraiment une alliance LR-RN. Mais par exemple, 3 jours plus tard, quand il s'agit de voter sur tout le texte, eh bien là, la droite se dit en fait, on va peut-être pas aller jusque-là, et finalement, ils s'abstiennent. Donc il y a vraiment des choses assez compliquées à lire à droite. D'un mot, Elsa, parce que le temps passe, sur la gauche, est-ce qu'on a à nouveau deux gauches irréconciliables à l'Assemblée? Où en est le PS par rapport à LFI? Alors, le PS, pour l'instant, veut se réancrer dans l'opposition. C'est notamment pour la raison pour laquelle ils ont déposé et voté une motion de censure contre François Bayrou, donc qui n'a pas fonctionné. Veut prendre ses distances avec la France insoumise. Ensuite, on verra bien, les municipales approchent. Il va falloir gérer au cas par cas. Ne pas s'allier, parfois, c'est disparaître. Donc, il va falloir aussi faire des choix. On nous dit que ça va être vraiment à la loupe. Et dans les mois qui viennent, avec les municipales qui approchent, on en est à 9 mois. Et pour finir, David, on va évoquer la une de cet été de votre revue, l'Hémicycle. Vous avez posé une question originale aux Français. Je vous laisse Qu'est-ce que tu votes pour les vacances? Et sous-entendu, enfin plus précisément, on a demandé aux Français, c'est l'Institut Verian qui a réalisé ce sondage, avec quelle personnalité politique souhaiteriez-vous partir en vacances? On a pris une vingtaine de personnalités, 21 précisément. Et ça donne quoi alors? Alors, c'est assez surprenant parce que c'est un mélange entre les intentions de vote d'une part et les vrais baromètres de popularité, et puis des éléments beaucoup plus inattendus, liés plutôt à la sympathie et à l'empathie. Et alors les 5 premiers, je vous les livre, c'est dans l'ordre. Jordan Bardella, Marine Le Pen, Gabriel Attal, Édouard Philippe et 5e, plus étonnant, Marion Maréchal. Et en queue de peloton, je vous pose la question, vous l'avez vu? Moi je l'ai lu, c'est pas une surprise alors, pour moi. C'est le Premier ministre dont on vient de parler, François Bayrou, qui est très très bas. 3% des Français veulent partir avec lui et 0% des moins de 25 ans, c'est très rude. Ouais. Et un mot peut-être aussi des dessins, parce qu'ils sont... Alors, on a demandé à l'illustratrice Cécile Alva de réaliser ce dossier. Il est magnifique. Je vous conseille d'aller voir son Insta, parce que c'est vraiment à la fois, elle a beaucoup de talent graphique et un vrai sens politique. Elle a réussi à croquer toutes ses personnalités à la plage avec beaucoup de talent.
Alors justement, Elsa, Stéphanie, alors je ne vous demande pas avec quel homme ou femme politique vous partiriez en vacances, mais quel dessin vous avez choisi? Alors moi, j'ai choisi celui de Bruno Retailleau, qui est en short, alors qu'il est toujours tiré à 4 épingles normalement. Il est à la plage et il construit un château de sable. Et le château de sable, c'est le palais de l'Élysée, surnommé, vous le savez, le château. Je trouve que c'est assez emblématique parce que c'est long, une campagne présidentielle. Alors il n'a pas dit officiellement qu'il était candidat, mais ça demande beaucoup de... Ça prend du temps, autant que construire un château de sable. Et surtout, c'est à la merci de chaque vague politique, de chaque vague sondagère, de chaque grain de sable qui pourrait enrayer cette conquête. Moi, j'ai choisi Rachida Dati, qu'on voit à la plage avec ses bijoux. On sait qu'un journal l'accuse de ne pas avoir tout déclaré, même si la ministre dit que ce n'est pas le cas. Ça va être une année importante pour elle sur les textes. Elle a fait passer la loi Paris-Lyon-Marseille pour changer le scrutin. La loi audiovisuelle, on verra ce que ça fait. Mais sachez, Clément, que moi, j'ai demandé à votre équipe, l'équipe de Ça vous regarde, avec qui voudrait partir en vacances. Ils m'ont tous dit à l'unanimité, avec vous, avec Clément Méric, parce qu'on voulait le remercier d'avoir tenu cette émission pendant plusieurs semaines. Bah gentil, je crois que votre équipe était très, très heureuse. Nous aussi, elle vous embrasse et elle vous remercie. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés dans cette dernière émission de l'année. Et j'en profite, moi, pour remercier toute l'équipe de Ça vous regarde qui m'a aidé à prendre le train en marche il y a 3 mois de cela. Fanny Saliou, notre chef d'orchestre, grâce à qui tout se déroule toujours sans accroc. Charlotte Barbaza, qui nous trouve toujours les meilleurs invités. Nos 2 précieux stagiaires qui ont fait toute l'année un vrai travail de journaliste, Capucine Bourbier-Lambert et Antoine Mauvy. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis merci aux équipes techniques, Samuel, Jean-Sébastien, Christophe et tous les autres sans qui cette émission n'existerait pas. Et puis un merci final à Aude Moracchini, la Rolls-Royce des rédactrices en chef. Quand l'actu n'a pas de talent, on sait qu'on peut s'appuyer sur toi et sur ton talent, Aude. Donc merci à toi et bon vent pour la suite. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était un plaisir de vous retrouver chaque soir. C'est Adeline François qui sera sur ce fauteuil à la rentrée. Vous verrez, elle vous prépare des surprises avec une émission renouvelée. Voilà, bonne soirée et bel été sur LCP.